La mélancolie est-elle le mal du siècle? Sujet intemporel, universel, on la trouve pourtant dès l'Antiquité chez Hippocrate. Parfois associé à la folie, à la splendeur, à la maladie, ce sentiment habituel de notre imperfection semble avoir le vent en poupe dans nos sociétés pleines de narcissisme, où la performance devient un culte absolu, où les réseaux sociaux font naître une esthétique de la victoire permanente. Comment s'en sortir? Comment accepter que, parfois, nous sommes tout simplement des perdants? Comment accepter nos propres faiblesses sans tomber dans le désarroi le plus profond? Comment donc parvenir à s'extraire de soi, même de façon éphémère, pour parvenir à vivre autant? Pourtant fidèle à tous les siècles, la mélancolie semble plus que jamais inhérente à notre époque. Solitude, accès de tristesse et sentiment d'échec découlent de notre société de performance et d'injonction au bonheur. Personnellement, dans l'Isard, elle m'inspire. 25 ans que je me cherchais, pour certains des gens qui se croient proches à moi, ils ont dû penser que je me cherchais ou que je jouais un rôle, de quelqu'un que je ne suis pas. Alors que personnellement, j'ai jamais été aussi à l'aise dans ce que j'entreprends, de mes courts-métrages, mes vidéos sur cette chaîne, à ma musique, mon rap, en étant Lockwoods. C'est que par la passion qu'on respire, d'après moi. Je retire aucune virgule de ce que j'ai pu dire depuis que je le suis. Je ne cherche pas à me justifier en vous disant ça, mais c'est une parenthèse, car c'est par certains moments de mélancolie que, me concernant, des idées artistiques me sont venues. Déjà, pour avoir l'idée d'en faire cette vidéo, certains de mes raps me viennent par ces mots et d'humeur mélancolique. Alors je suis pas là pour parler psychiatrie, le sujet il est assez lourd, je sais que le mot d'ordre est aussi synonyme de déprime, mais plutôt que comme certains états d'âme peuvent nous sortir de belles créations quelles qu'elles soient. Beau, c'est un grand mot, mais je crois artistiquement que ça peut aider. Que quand l'artiste en est victime, j'ai l'impression que je ressens quelque chose de plus sincère qui s'en découle. Que ce soit la musique par exemple, avec des chansons brûlant cette vibration. On peut prendre par exemple Hurt de Johnny Cash, où les mots font tout autant sens ici. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. Dans la bouche d'un homme arrivé au bord de sa route et faisant face aux regrets et remords concluant une spirale descendante de haine et d'autodestruction. Peut-être la plus grande chanson de la mélancolie, personnellement. On peut la faire sous plusieurs sortes. La mélancolie amoureuse, de Whitney Houston aux Beatles et leur chanson très crédible qu'est Yesterday qui regrette la fameuse bonne époque où tout allait bien pour eux. Au genre même du blues, qui hurle son désarroi, style où le chanteur exprime sa tristesse et ses déboires. La mélancolie, elle peut se ressentir à travers tout un album, que ce soit l'extraordinaire âme vagabonde de Nekfeu, soit de Barbara ou de Brel, ou encore Leonard Cohen, interprété avec pudeur, criard ou sincérité émouvante. Mais d'où est originaire ce mot? Cette sensation, d'où vient-elle? Le mot est emprunté au latin, mélancolia, lui-même transcrit du grec, mélas, écolé, l'habit noir. Ceci renvoie à la théorie des humeurs d'Hippocrate, selon laquelle le corps contient 4 humeurs qui chacune déterminent notre tempérament. Ces 4 humeurs sont le sang, la lymphe, l'habit jaune et l'habit noir. À chaque tempérament sont associées une saison et une planète. La mélancolie est ainsi associée à l'automne et la planète Saturne. Le tempérament est donc sanguin lorsque le sang prédomine, lymphatique lorsque c'est la lymphe, bieux pour l'habit jaune et enfin mélancolique pour l'habit noir. Et cette bille noire provoquait une tristesse qui, soi-disant, était exclusive au génie. De nos jours, on réduit la mélancolie à un état dépressif. Or, dans la pensée antique, Hippocrate par exemple, la mélancolie avait une autre signification que celle proposée en particulier par la psychanalyse. En effet, elle était considérée comme une source de génie et de folie qui provoquait une tristesse et non pas réduite comme dans nos sociétés actuelles à une simple pathologie, une tristesse ou encore à un dégoût de la vie. La mélancolie, dans le sens antique, permettait de vivre le deuil, se dépasser ou encore de trouver un sens à la vie. En d'autres termes, c'est un passage en temps de crise, qui n'aboutit pas toujours à un résultat négatif. Si bien que pendant l'époque de la Renaissance, les artistes de l'époque y voyaient et assumaient leur vraie source d'inspiration à travers les œuvres. De la Renaissance en passant par les écrits du spleen de Baudelaire, à travers les Fleurs du mal par exemple, la mort, le mal, le bonheur, le rire font une équation similaire. C'est ce qui dégage de beaucoup d'œuvres. Stromae, à travers ses œuvres musicales et clips, ressortent cette énergie. C'est bien l'un des seuls compositeurs à nous faire danser sur sa propre dépression. Beaucoup d'œuvres musicales inspirantes à développer sa propre mélancolie. Quand on passe par certains âmes, ça m'a permis de grandir en quelque sorte dans la vie. Quelques chocs dans ma vie de cinéphile ont ouvert ce voile. Je vous présente l'assassin de ma femme. Très heureux.
Anche lei desidera un bambino. O vuole la grazia per un averne. Sono qui solo per guardare. Nostalgia de Tarkovsky. Ce film à la recherche du temps perdu, maintenir la flamme vacillante du passé de la vie, mystique errance dans une Italie miroir de la nostalgie. Dans ce film où les décors sont un personnage grandiose, où la nature se mêle constamment à la ville, où il pleut dans les maisons, où les chambranles de portes tiennent debout, seuls, au milieu d'une pièce en ruine, où une église renferme des trésors inouïs. Gortchakov est un poète russe, parti en Italie sur les traces de son ami musicien. Sur place, il rencontre un homme qui s'est donné pour mission de sauver le monde de sa fin annoncée. Cet homme demande donc de l'aide à Gortchakov. Ce film qui parle de la beauté, de la foi, de l'amour, de l'espérance, un film poème en somme, qui ne voit pas comme une histoire qui nous raconterait, mais plutôt comme des sensations, des sentiments qu'on partagerait avec nous. Seul un grain de sable vint bloquer la mécanique du crime presque parfait. Alors, comme un beau morceau de jazz, on improvise pour survivre. Les souvenirs de toute une vie, dans le désordre, c'est comme voyager dans le temps. Le temps retrouvé est un film complexe et intelligent. Un film dur à suivre, vraiment, plus comme une série d'arguments et un voyage en France dans le passé. Une sorte d'illumination qui fait couler les larmes de la mémoire au son des notes de la mélancolie. Le cinéma donc comme calepin des sensations. Mystérieux, hypnotique, original, métaphorique. Une chose est sûre, c'est qu'Arizona Dream est un film unique en son genre, mêlant à merveille, rêverie et humour, beauté et tristesse. La réalisation dégage un style particulier, mais vraiment agréable. De belles images qui vous font voyager, rêver, qui vous happent dans une bande-son magnifique, de son morceau le plus mélancolique, d'Iggy Pop, In the Death Car. Qu'il est doux et fou de rêver. Mais le réveil s'avère tourmenté. La mélancolie ne serait donc pas ça aussi ? Un être désabusé qui n'a plus trop de force et ne fait que constater en étant spectateur de lui-même, comme on peut le voir Tony Servillo déchéant dans la Grande Bellazza. La ville de Rome y est décrite comme essoufflée et ne semble plus pouvoir offrir quoi que ce soit à ses personnages tous mondains, tous ratés à différents niveaux. Rome, c'est le théâtre d'une chute, celle de la haute société romaine. Au milieu de cette masse informe d'individus botoxés et superficiels, Jeb Gambardella se retrouve en pleine crise existentielle. Sous ses statuts d'écrivain déchu et de roi de la mondanité se cache un homme sensible. Ne supportant plus les soirées pleines de vacuité, il erre dans les rues romaines à la recherche de la beauté qui lui échappe. Cet éclair de lucidité va le transporter aux confins de la condition humaine, qui sera bousculée et remise en cause. Ça nous questionne notre rapport à la sensibilité. Une relation devenue infirme dans notre société où le divertissement pascalien semble être devenu une religion empiétant sur l'essentiel. Au fil de ces rencontres, Jeb va s'approcher de la vérité. Sa quête est une poursuite d'une vie mise de côté, au profit de la facilité. Facilité de vivre, ce n'est pas le moins ce qu'il en dégage de l'acteur le plus mélancolique qui m'ait été donné de voir. À se cacher, derrière des rôles d'une sûreté qu'il aurait certainement voulu adopter. Le seul et unique samouraï du 7e art. Spectre esselé et condamné, le Ronin, le vrai. Seul, il marche son imperméable et son doulos courbé sur son crâne transperce la nuit. Il se dirige inexorablement vers sa proie. Rien ne pourra se mettre en travers de son chemin, sa mission accomplie, il disparaît aussi vite qu'il était venu. Dans un monde profondément morne et austère, les teintes jaunes pâles le jour, bleu feutré la nuit, dépeignent un univers monochromatique où par la moindre émotion le transparaît. Rancœur et morosité sont maîtres mots ici-bas. Un Indolon est un tueur à gages qui excelle dans son art. Loup solitaire sans réelle relation, il n'appartient pas à cet univers, il est ailleurs, en marge. L'agitation de Paris détonne avec le néant. Cet homme, son éternel regard déterminé et un pas vide ne laisse poindre aucun transport. Et c'est bien l'immensité de cette solitude qui ne m'a pas laissé indifférent. Bien qu'a priori le personnage ne permette aucune empathie, j'ai toujours été touché de voir cet être paraissant, si sûr de lui, sembler si perdu. Toujours accompagné tantôt d'un air de saxophone affligé, d'un orgue électrique égrénant, quelques notes accablées, ou encore des notes de piano retentissant dans l'atmosphère grisaillée de la ville de Paris. La musique,
La plus douloureuse restera certainement celle des piaments de l'oiseau cloîtré dans sa géole. I could feel at the time there was no way of knowing fallen leaves in the night. Who can say where they're blowing as free as the wind? De la mélancolie joyeuse à Bill Murray, perdu à la recherche d'une nouvelle vibration, dans un pays où le règne mot solitaire est roi, onde d'un petit miracle, double partition sismique et sensuelle, équilibre de la pensée avec les frivolités du cœur, comme égaré, serein. Un autre acteur qui, comme Murray, se cache dans des rôles à l'opposé de sa vraie personnalité. La dernière corvée, par exemple, avec Jack Nicholson. Une tranche d'humanité au goût amer, un fraternel mais faible espoir luisant, perdu dans un triste océan d'absurde, désenchanté. La dernière corvée, où prendre du bon temps permet de s'échapper et d'oublier un temps, la fatalité. C'est plaisant. La fatalité, elle arrive pour tout le monde, un moment ou à un autre. Ta propre cérémonie de la vie et de mort, et huis clos, intimement universel qui s'évanouit aux lueurs crépusculaires de la mélancolie. La tragédie et le cataclysme se font dans la progression, et un calme omniprésent. C'est finalement ce qui est le plus réaliste et le plus terrifiant. On fait face à l'impuissance. La représentation de cette douloureuse expérience humaine qu'est la mélancolie. Protagoniste qui sans cesse guette la taille de la monstrueuse planète, se superpose parfaitement avec la veille obsessionnelle faite sur la crise sanitaire et écologique que l'on fait tous actuellement. La mélancolie, c'est un délire particulier, sans fièvre ni fureur, joint le plus souvent à une tristesse insurmontable, à un penchant décidé pour la solitude. Moins on sait qui on est, plus on a envie d'exister.